Bonjour à tous. Alors, alors donc, alors, on va continuer les exercices sur la continuité. Alors, donc moi, donc là, ce que je filme moi, c'est moi qui suis enregistré et je suis, ça enregistre. Donc du coup, il reste des vidéos pour les cours en distanciel. Du coup, si jamais vous voyez des élèves qui ont loupé le coche du distanciel ou qui, pour une raison ou pour une autre, n'ont pas assisté au cours, ils pourront, enfin, il y a une vidéo qui existe. Donc, du coup, ça peut leur rendre service. Alors, donc, comme j'ai dit, je vais les publier sur la chaîne YouTube là, que j'ai faite, qui s'appelle Caius Vogic Math. Donc du coup, je vais les mettre dessus. Alors, j'ai pas mis les dernières, mais j'ai mis les 3 premières séances. J'aimerais bien couper la première parce que il y a 40 minutes de vide, mais bon, bref. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, je vais commencer par un erratum, parce que hier, donc un erratum, cours d'hier. Donc, j'ai fait une faute. J'ai dit dans la, donc dans la classification des fonctions par régularité. Donc, on a C0, en fait, on a delta 1, C1, delta 2, C2, delta 3, etc., avec C infini. Et en fait, on a ces 7 inclusions-là. Donc, les inclusions sont dans ce sens. Pas dans l'autre comme j'avais fait, en fait. Je pense que c'est pour ça que j'ai mal dormi. Pas dans l'autre. C'est une erreur de ma part. J'ai fait ça, je pense, parce que je les ai écrits verticalement, mais bon, bref, j'ai fait une erreur. Parce que si on est dérivable, si on est delta 1, alors on est C0. Mais ce n'est pas l'inverse. Alors, on avait fait le 6.7. Du coup, on va sûrement faire tous les exos sur la continuité. Je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup, mais bon.
6,8. Alors, donc, E, c'est moins 2, moins 1, union 0, union 1, 2. Donc ça, c'est un ensemble qui est en trois morceaux, hein. Je pense que ça va jouer. Donc, f de x égale x plus 1 si x appartient à moins 2, moins 1. F de x égale 0. Non, f de 0 égale 0. F de 0 égale 0. Et f de x qui est égal à x moins 1 si x appartient à 1, 2. Alors, je me demande bien ce qu'il faut me demander. Montrer que f est continu sur E et bijectif de E sur un intervalle f que l'on déterminera. Alors, donc C0, ça veut dire continu. Et ce n'est pas une abréviation, hein, c'est une vraie notation. Donc, je vais souvent écrire C0 au lieu d'écrire continu. Je me suis retenu jusqu'à maintenant, mais ça m'arrive de le faire. Maintenant que je vous ai montré la classification, C0, ça veut dire continu. Montrer que C0 sur E est bijective de E dans f de E et que f de E est un intervalle. Il faut déterminer cette image-là. Donc, ça, il l'appelle F, grand F. OK. Alors, continuité de F. Donc là, E, il est en 3 morceaux. OK. Donc il y a 0, il y a moins 2, moins 1, 1 et 2. Et E, c'est quoi? C'est moins 2 comme ça. Du coup, je suis moins large. Je peux peut-être faire un trait plus large. Si je fais... Donc, il y a 0 et il y a 1, 2 avec excluant 1 et incluant 2. Donc, ça, c'est E. Donc, il faut comprendre que vu que 0 est isolé dans E, quelle que soit la valeur de f de 0,
f sera continu en 0. Donc ça, il faut que vous ayez bien compris que d'un point de vue formel, pour parler de continuité, il faut avoir à disposition, enfin, pour que la continuité soit une notion pertinente, il faut qu'on ait la notion d'un voisinage d'un point. Et là, comme 0, il est isolé, en fait, la fonction elle sera continue en 0, forcément. C'est du coup, en fait, c'est pas, elle est continue, mais disons, le truc bizarre qui se passe, c'est qu'en fait, elle est continue, mais que cette notion n'est pas pertinente ici. Alors, donc f de x égale x plus 1. Donc, ça, c'est des fonctions très simples, x plus 1 et x moins 1, c'est des équations de droite. En fait, je pense qu'il y a un phénomène de recollement. C'est-à-dire que si on trace le graphe, donc moi je trace le graphe à chaque fois parce que ça nous aide vraiment à comprendre ce qui se passe. Il faut que vous puissiez avoir une image mentale des graphes quand on les trace. Donc x plus 1, donc c'est x plus 1. Alors, je vais faire moins 2. Alors, on prend x et on ajoute 1. Donc, par exemple, en moins 1, ça fait 0. En 0, ça vaut 0. Donc ça, c'est exclu. Et ici, je suppose que ça fait comme ça. X moins 1. OK. Voilà. Donc, si vous voulez, f de E, c'est égal à f de moins 2, 1, moins 1, union f de 0, union f de 1, 2. F de 1, 2. Donc, et f de moins 2, 1, donc moins 2, moins 1, sur cet intervalle-là, f elle coïncide avec la fonction x plus 1. Donc du coup, c'est très facile de déterminer ça. Ça fait moins 1, 0. F du singleton 0, ça fait le singleton 0. Et f de 1, 2, ça fait, du coup, ça fait 0 exclu. Donc ici, sur l'intervalle 1, 2, elle coïncide avec x moins 1. Du coup, l'image de 1, 2, ça va être 0, 1. Donc du coup, f de E, c'est égal à f, c'est égal à, donc c'est l'intervalle
moins 1, 1. Quand on recolle les trois morceaux, on voit que ici, moins 1, 0, ouvert en 0, union 0, 1, ouvert en 0, union le singleton 0. En fait, ça se recolle, vous voyez. Alors, vous pourrez remarquer que f est strictement croissante. Ça implique injective. Et donc, elle est bijective de E dans F qui est égal à F de E. Par définition, elle surjecte F de E. Alors, OK. Donc, f est continu, donc f était continu en 0, f et ses 0 en 0, et évidemment sur moins 2, moins 1, et 1, 2. Du coup, elle est bijective. Du coup, elle est continue. Donc, elle est continue sur E. Alors, OK. OK. Donc maintenant, on va s'intéresser à la bijection réciproque. Donc, f-1, elle est censée aller de moins 1, 1 dans E, qui à x dans 0, 1, elle associe, donc ici on avait, là j'associe x plus 1, qui à 0, j'associe 0, et qui à x dans moins 1, 0, on associe, donc là c'est x moins 1. Donc, je vais vous faire le graphique. Donc, ça c'était f. Et là, je vais faire f moins 1. Donc, cette fois, on va juste de moins 1, 1. J'aurais dû le faire plus bas. Un, 2, et moins 1, moins 2. Donc là, la bijection réciproque, donc quand x est strictement plus grand que 0, 0. Là, la bijection réciproque, quand x est strictement plus grand que 0, ça va de 1 à 2. Donc ça fait comme ça. Alors c'est ouvert en 0. Ensuite, j'ai ça ici. Et ici, là, ça c'était ouvert et ouvert. Voilà, donc ça fait quelque chose comme ça.
Donc, du coup, on voit que f sur le dessin, on voit que f moins 1 n'est pas continu en 0. Voilà. En fait, la limite de f-1 de x lorsque x tend vers 0 et x strictement positif, ça va tendre vers 1 et lim quand x tend vers 0 et x strictement négatif de f-1 de x, ça c'est égal à, donc là, quand x tend vers 0, ça fait moins 1. Et en plus, donc déjà ça c'est différent. Donc si vous voulez, déjà elle n'a pas la même valeur, elle n'a pas la même limite à droite et la même limite à gauche. Donc ça c'est différent. Et en plus différent de f de 0. Donc f-1 n'est pas continu en 0. Montrer que f-1 n'est pas continu sur f, ça c'est bon. Donc f c'est moins 1. Ok. Cela contredit-il le théorème de la bijection continue? Discuter. Donc, on a pour ordre de discuter. Alors, comment est-ce qu'ils ont énoncé le théorème? Donc, le problème, c'est que eux, il n'est pas en un seul morceau. C'est ça le problème. Donc, je vais mettre là parce que je sais que sur votre écran, sur la vidéo, sur l'enregistrement Zoom, c'est en haut à droite la vidéo. Donc, cela contredit-il le théorème de la bijection continue strictement monotone? Alors, pourquoi est-ce qu'il pose cette question? Ici, donc, f est continu. F est strictement croissante. F est strictement croissante. F de E est un intervalle. Et donc, on n'a même pas besoin de ça. Ça, ce n'est pas une hypothèse. Donc elle vérifie, ça ce sont les hypothèses principales. Ce sont les hypothèses principales du théorème.
Mais, et pourtant, on a vu que f-1 n'était pas continu. Alors du coup, qu'est-ce qui manque? Bah, évidemment, c'est le fait que eux ils soient bizarres, quoi. C'est le fait que eux ils soient comme ça en plusieurs morceaux. C'est que donc pourtant f était bijective, f était bien bijective. Bijective. F-1, donc son image était un intervalle. Était un intervalle. F-1 était croissante. Donc, a priori, beaucoup de conclusions du théorème étaient vraies. Mais il manquait la conclusion que f était continu. En fait, donc, f-1, donc, en fait, dans les hypothèses, en fait, dans les hypothèses, du théorème, il y a que l'ensemble de départ doit être un intervalle. Un intervalle. Donc, entre parenthèses, en un seul morceau. Doit être un intervalle. Et en fait, f-1 est en fait continu sur f2, moins 2, moins 1 et f2, 1, 2. Donc voilà, donc c'est ce que moi je vous ai embêté souvent avec les segments, avec les intervalles, alors qu'on a vu des cours sur des parties de R qui étaient bizarres. Et c'est juste pour vous dire que les intervalles, c'est une classe de parties de R qui est très particulière. Donc, comme j'ai dit, qui sont en un seul morceau. Et ça, en continuité, c'est particulièrement pertinent. Parce que la continuité, c'est justement le fait de ne pas briser des morceaux, de laisser un truc qui est en un seul morceau, de le laisser en un seul morceau. C'est pour ça que l'image par une fonction continue d'un intervalle est un intervalle. C'est parce que une fonction continue, elle ne peut pas casser un intervalle. Et du coup, c'est pour ça que quand on vous dit, quand je prends des fonctions f de i dans R, où i c'est un intervalle, je rigole pas, quoi. I c'est un intervalle.
Et donc, c'est important de garder en tête que si on prend des ensembles, si on prend des fonctions définies sur des sous-ensembles de R qui sont bizarres, qui sont en plusieurs morceaux, qui sont parfois… on ne va pas parler de manière vraiment… c'est pas facile de travailler avec des fonctions qui sont par exemple continues sur les rationnels. Ça, c'est bizarre, des fonctions continues sur les rationnels. Parce que les rationnels, c'est un ensemble qui n'est pas du tout continu. C'est un ensemble qui est plein de points. Donc, du coup, ça devient des problèmes qui sont délicats à cause de la nature de l'ensemble. Mais si on prend des intervalles, ils sont tout en un seul morceau. Et c'est là où la continuité, disons, s'exprime. OK? Bon. On doit discuter. Donc là, j'ai fait une discussion, mais peut-être que vous avez des questions. Donc, moi, j'ai une petite remarque sur l'esprit scientifique vis-à-vis des hypothèses d'un théorème. Donc, nous, on vous donne des théorèmes. On vous donne des théorèmes avec des hypothèses et on vous demande d'apprendre ces hypothèses et les conclusions, de les comprendre, etc. Bon. Vous, en général, même si vous ne le dites pas, vous savez qu'il y a des hypothèses plus importantes que d'autres. Quand on prend le théorème des valeurs intermédiaires, l'hypothèse la plus importante, c'est la continuité de f. C'est la continuité de la fonction. Mais en fait, dans ce théorème-là, une autre hypothèse importante, c'est le fait que la fonction elle est définie sur un intervalle. Donc, si vous voulez, il y a peut-être des gens parmi vous qui vous dites, c'est des maths, toutes les hypothèses sont fondamentales. Si jamais on retire une hypothèse, le théorème n'est pas vrai. Donc, je veux dire, c'est des hypothèses fondamentales. Si jamais vous négligez une hypothèse, le théorème il peut être faux. Et ça, un truc faux, ça, c'est pas bien du tout. Donc, du coup, un côté de l'esprit scientifique, c'est de se dire, en fait, tous les morceaux, même les plus insignifiants, sont fondamentaux. Parce que sinon, le théorème peut devenir faux. Voilà, donc il y a ce côté, ça c'est le côté rigoureux du travail mathématique. Il faut bien comprendre que toutes les hypothèses sont fondamentales. Et d'un autre côté, vous voyez ça, quand j'ai dit ce sont les hypothèses principales du théorème, quand j'ai dit l'hypothèse principale du théorème des valeurs intermédiaires, j'ai dit que c'était la continuité de la fonction, parce que c'est quand même ça ce dont il s'agit. Même si le fait qu'elle soit définie sur un intervalle, c'est quand même une hypothèse qui est nécessaire pour faire marcher le théorème. Mais il faut quand même que vous compreniez que pour un esprit scientifique, il faut aussi savoir repérer quelles sont les hypothèses, disons, voilà, les plus importantes. Et quand je dis les plus importantes, c'est-à-dire que c'est souvent celles qui vont être plus délicates à repérer. Là, on fait un chapitre sur la continuité. Normalement, c'est la continuité de la fonction qui est importante. Dans le théorème de la bijection continue strictement monotone,
il faut voir que moi, personnellement, je pense que c'est la continuité encore qui est l'hypothèse la plus importante. Parce que être strictement croissante, c'est plus facile en fait. C'est une notion plus simple que la continuité. C'est une hypothèse, disons, qui rend les choses pratiques. Mais c'est une hypothèse de contexte, si vous voulez. Et c'est à vous, esprit scientifique, d'essayer de repérer quelles sont que toutes les hypothèses, elles ont a priori pas forcément le même statut, quoi, que finalement, il y en a qui sont plus des hypothèses centrales du théorème et d'autres qui sont des hypothèses de contexte. C'est-à-dire, il y en a qui font partie un petit peu du décor et qui sont fondamentales aussi. Et il y a d'autres hypothèses qui sont le cœur de la notion mathématique qu'on est en train d'utiliser. Donc, il faut savoir un petit peu peser le pour et le contre. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, il y a deux aspects. C'est que toutes les hypothèses se valent d'un côté et toutes les hypothèses, enfin, il y a des hypothèses plus fondamentales que d'autres de l'autre côté. Et ça, c'est à votre esprit scientifique de savoir repérer. Et souvent, ça dépend du problème. Suivant certains problèmes, une fonction, elle sera évidemment continue, mais par contre, le fait qu'elle soit strictement croissante, ce sera beaucoup plus subtil. Mais en général, c'est la continuité qui est plus subtile que la stricte croissance. Mais il peut y avoir des situations où ce n'est pas le cas. Enfin bon, c'est à vous d'essayer de comprendre quels sont un théorème, il a plusieurs hypothèses et que il faut voir laquelle, dans un problème donné, quelles sont les hypothèses qui sont des hypothèses auxquelles on a accès tout de suite et les hypothèses que peut-être il va falloir démontrer pour pouvoir appliquer le théorème. Bon, voilà. Bon, ils nous ont dit c'était dans la consigne de discuter. Alors moi, je discute pas et je discute. Alors, on va faire le 6.9. Citer un théorème du cours permettant de confirmer que le graphe d'une fonction continue est strictement positif sur 0,1 reste au-dessus d'une ligne droite horizontale qui le sépare de l'axe des abscisses. Alors, ça c'est intéressant. Alors, on prend f de 0,1 fermé dans R, tel que quel que soit x appartenant à 0,1, f de x est strictement positif. Montrer que il existe un lambda strictement positif tel que quel que soit x appartenant à 0,1, f de x est supérieur ou égal à lambda. Alors là, il faut bien comprendre la subtilité de ces deux énoncés. Si vous voulez, donc ces deux énoncés,
ces deux énoncés sont très différents. Donc, quel que soit x appartenant à quelque chose, f de x strictement positif, je vais faire mieux, ça autorise a priori f à se rapprocher de manière arbitrairement proche de 0. Alors qu'il existe lambda strictement positif tel que quel que soit x appartenant à quelque chose, f de x supérieur ou égal à lambda, ceci, ça impose à f d'être toujours éloigné de 0 d'une distance au moins lambda. Au moins lambda. Donc, du coup, là, on ne peut pas se rapprocher de 0. Se rapprocher arbitrairement proche de 0. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien que vous compreniez. Que on est dans des cas extrêmement différents. Donc, je vais vous donner un exemple. On va prendre g de x qui est égal à 1 sur x sur 0 plus l'infini. Donc, quand x tend vers plus l'infini, g de x tend vers 0. En fait, ça veut dire que g de x égale 1 sur x peut être arbitrairement proche de 0 pourvu que x soit suffisamment grand. Pourvu que x soit suffisamment grand. Donc, vous voyez, si je dessine le graphique, là, ça c'est 1 sur x. Là, on se rapproche de 0. Et ça veut dire que cela implique que, quel que soit lambda strictement positif,
en fait, on peut trouver au moins un x, appartenant à 0 plus l'infini, 0 exclu, tel que f de x soit, on va dire, strictement plus petit que lambda, sachant g de x. Je vais prendre g. Donc ça signifie que en fait, l'inf de g de x, c'est-à-dire l'inf de 1 sur x pour x appartenant à 0 plus l'infini, x appartenant à 0 plus l'infini, ça c'est égal à 0. Mais, donc, si là je prends un lambda, aussi petit soit-il, aussi petit soit lambda, je vais toujours, un jour ou l'autre, avec la fonction 1 sur x, passer sous lambda. Et pourtant, g de x qui est égal à 1 sur x est toujours strictement positif pour x appartenant à 0 plus l'infini. Alors, du coup, quelle est la différence avec l'énoncé? Donc, si f va de 0,1 dans R et continue, donc elle était continue, hein, et continue tel que quel que soit x appartenant à 0,1, f de x est strictement positif, alors il existe un lambda strictement positif tel que quel que soit x appartenant à 0,1, f de x soit supérieur ou égal à lambda. Donc, cet énoncé-là, ça implique que l'inf de f de x pour x appartenant à 0,1, ce soit supérieur ou égal à lambda. Et en particulier, c'est strictement positif. Donc du coup, f, dans ce cas, ne peut pas se rapprocher arbitrairement proche de 0. Donc si je fais un petit dessin, 0, 1,
je dessine une courbe, donc je vais faire continu. Hein, hop. Alors évidemment, j'ai fait un trait pas droit. Je vais le refaire avec des traits droits. J'aurais dû faire ça depuis le début. Non, je vais d'abord faire les trucs. 1, 0. Donc, je prends une fonction qui, cette fois, est continue. Et en fait, elle pourrait se rapprocher de 0, sachant que je la contrains à être toujours strictement positive. Et en fait, ici, on peut trouver un lambda qui est potentiellement très petit. Donc là, c'est l'inf de f de x pour x appartenant à 0, 1, qui est supérieur ou égal à lambda, qui est strictement positif. Donc du coup, elle est séparée de 0 par une certaine distance lambda. Alors que ici, pour tout lambda, je pouvais passer dessous. Donc, quelle est la différence? Pourquoi est-ce que ici, alors, comment est-ce que je peux conclure que f de 0,1 dans R continue, qui est strictement positive, j'en déduis qu'il existe un lambda tel que f de x soit séparé de 0 d'au moins la distance lambda, par rapport à cette situation-là, où justement, cette fonction-là était strictement positive, elle était continue sur un intervalle, mais on pouvait toujours se rapprocher arbitrairement de 0. Et vous comprenez que ça, c'est une information pertinente, parce que si jamais j'ai une quantité qui peut se rapprocher de 0, ça change toute la situation par rapport à une quantité qui ne peut pas se rapprocher de 0. Sachant que dans les deux cas, la fonction ne vaut jamais 0. Mais la différence, c'est est-ce qu'on peut se rapprocher de 0 ou pas? Et la différence, c'est un truc qu'on a vu plusieurs fois. Donc, la différence est que 0,1 est un segment. Donc, ça veut dire intervalle fermé borné. C'est pour cela que cette implication-là ne peut pas être utilisée pour 0 plus l'infini. Alors, eux, ils nous disent, citer un théorème du cours permettant machin. Donc, je vais vous donner le théorème du cours qui permet d'en déduire ça. Donc, on utilise le théorème du cours qui stipule
qu'une fonction continue sur un segment atteint ses bornes. Et ça, je me souviens que vous aviez posé des questions sur ça. Et bien, là, c'est ce qui est en jeu. Parce que cela signifie que l'inf de f de x pour x appartenant à 0,1, en fait, ça, c'est égal à un minimum de f de x pour x appartenant à 0,1, sachant que minimum signifie que cette valeur est atteinte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que cette valeur est atteinte? Donc, ceci, ça signifie qu'il existe un A appartenant à 0,1 tel que ce minimum ici est égal à f de A. C'est-à-dire que cet inf-là, il vaut une certaine valeur de la fonction. Vous voyez, ici, le minimum était atteint. Il était là. Il n'était pas, dans le cas de 1 sur x, l'inf n'est pas atteint. Et c'est là toute la différence. Parce que c'est toute la différence, parce que dans notre hypothèse-là, vu qu'on a ce morceau-là, vu que en tout point, cette valeur-là, les valeurs de f sont strictement positives, en fait, f de a, ici, ce sera strictement positif. Et ça va nous dire que, du coup, l'inf ici, il est strictement positif. Et donc, cet inf-là, on peut, ça c'est un réel qui vérifie quoi? Qu'il est strictement positif et que f de x, elle est toujours plus grande que son inf. Donc ça c'est le lambda. Et donc, lambda égale cet inf. Vérifie lambda strictement positif et f de x supérieur ou égal à lambda pour tout x. Et donc, vous voyez,
Pourquoi? En fait, c'est une information extrêmement pertinente, le fait qu'on soit sur un segment. Parce que ça permet ça permet d'en déduire que du coup, f, elle ne va jamais se rapprocher de 0. Voilà, donc la différence entre un infimum et un minimum, c'est qu'un minimum, on s'attend à ce qu'il soit, enfin, on veut qu'il soit atteint. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, si vous avez bien compris. Donc, vous voyez, en fait, quand on avait 1 sur x, en fait, 1 sur x, il se rapprochait de 0 en plus l'infini. En fait, le fait d'être sur un segment, ça fait qu'il ne peut pas y avoir et imposer qu'on soit continu aux bornes du segment. Ça empêche des comportements pathologiques ça empêche les comportements pathologiques aux bornes. Donc, ça empêche la fonction d'exploser. Ça empêche la fonction de se rapprocher d'une valeur sans l'atteindre. Vous voyez, ça empêche tout ça. Ça fait que c'est solide, ça fait que c'est accroché, si vous voulez. Et c'est pour ça que le segment 0,1 fermé, il est rigide, en fait. Si vous voulez, c'est donc là, en fait, donc je rappelle que le théorème du cours, là, il peut se reformuler en disant que l'image par une fonction continue d'un segment est un segment. C'est-à-dire qu'un intervalle fermé borné, l'image d'un intervalle fermé borné par une fonction continue est un intervalle fermé borné. Et vu que tous les éléments de son image, vu que toutes les valeurs de f étaient strictement positives, cet intervalle fermé borné ne contient pas 0. Et si jamais vous prenez un intervalle fermé borné qui ne contient pas 0, alors en fait, il a le minimum de cet intervalle, la borne inférieure de cet intervalle n'est pas 0. Bon. Je pense que ça vaut le coup d'essayer de bien comprendre ce que j'ai voulu dire là. Donc, passez-y du temps. Normalement, si vous avez bien compris ce que là j'ai expliqué, vous avez bien compris la continuité. Enfin, je pense. Donc, on va faire le 2. Alors, on va prendre f et g continu sur 0,1. Tel que, quel que soit x appartenant à 0,1,
f de x soit strictement plus petit que g de x. Donc, vous voyez, f de x est strictement plus petit que g de x, mais les deux fonctions pourraient se rapprocher. Eh bien, en fait, non. Montrer que il existe lambda strictement positif tel que f de x plus lambda soit strictement plus petit que g de x. Donc ça se reformule en g de x moins f de x strictement plus grand que lambda, qui est strictement positif. Donc là, vous voyez qu'on a évolué en fait par rapport aux deux énoncés. En fait, le truc, c'est que si pour tout x, f de x est strictement plus petit que g de x, donc l'énoncé 1 si vous voulez, l'énoncé 1, ça veut dire que donc, f de x strictement plus petit que g de x, ça implique qu'il existe un lambda de x tel que f de x donc il existe un lambda x strictement positif tel que f de x plus lambda x soit strictement plus petit que g de x, qui est strictement plus grand que f de x. Je vais gommer. Là, il suffit de prendre donc, et ça, c'est quel que soit x appartenant à 0, 1, il existe lambda x strictement positif tel que f de x. Il suffit de prendre lambda appartenant à 0 et g de x moins f de x. Et l'énoncé 2, ça signifie qu'il existe un lambda strictement positif tel que quel que soit x appartenant à 0, 1, f de x strictement plus petit que f de x plus lambda strictement plus petit que g de x. Et donc là, ici, lambda ne dépend pas de x. C'est ça la clé. C'est ça la clé. C'est ça le point. C'est ça ce qu'on arrive à faire. Ce qu'on arrive à partir du fait que pour tous x, il existe un lambda qui dépend de x, on arrive à trouver un lambda qui ne dépend pas de x. Si vous voulez, mais c'est que à partir d'une hypothèse comme quoi un truc existe pour tout x mais qui dépend de x, on en conclut qu'il existe quelque chose qui soit valable pour tous les x simultanément. Et c'est ça le contenu de ce résultat. C'est ça le contenu du fait qu'une fonction continue sur un segment atteint ses bornes. C'est qu'on arrive à passer d'un truc local,
d'un truc qui est vrai ponctuellement à un truc qui est vrai simultanément. Et c'est pour ça que c'est un théorème très puissant. Alors, donc là, je n'ai pas fait encore la démonstration. J'ai fait l'explication, mais ça devrait peut-être être plus clair. Donc, on considère la fonction h de x qui est égale à g de x moins f de x. H, elle va de 0,1 dans R. F, G continue, ça entraîne que H est continu. Donc H est continu. Et par hypothèse, quel que soit x appartenant à 0,1, h de x est strictement positif. Par 1, on en déduit qu'il existe un lambda strictement positif, c'est que quel que soit x appartenant à 0,1, donc là, lambda ne dépend pas de x, h de x soit supérieur ou égal à lambda qui est strictement positif. Et donc, pourquoi ça fait ça? Et donc, g de x moins f de x est supérieur ou égal à lambda. Et ça, c'est g de x supérieur ou égal à f de x plus lambda. Et ça, c'est valable quel que soit x dans 0,1. OK? Si vous voulez un exemple, c'est donc si jamais vous rapprochez d'un mur, alors si vous vous laissez du temps à l'infini, donc la règle du jeu, c'est de se rapprocher d'un mur, mais de jamais le toucher. OK? Donc on se rapproche d'un mur sans jamais le toucher. Alors, si on vous laisse un temps infini, vous pouvez vous rapprocher progressivement du mur. Et dans ce cas-là, vous allez vous en rapprocher de manière arbitrairement proche. Si on met un objet entre vous et le mur et que vous voulez vous rapprocher du mur, un jour, vous allez rencontrer cet objet. Même si on mettait une feuille de papier, techniquement, puisque vous pourriez vous rapprocher indéfiniment du mur, vous pourriez vous mettre à une distance qui fait la moitié de l'épaisseur d'une feuille, donc très peu, mais vous ne toucheriez techniquement pas le mur. Et donc voilà, mais ça, c'est si vous avez un temps infini. Mais si vous avez un temps fini, à un moment, vous allez devoir vous arrêter. Et
au moment, même si vous faites que vous rapprocher et qu'à un moment, on doit vous dire de vous arrêter, bah, la distance qui reste, il peut encore y avoir un objet entre les deux. Et donc, du coup, vous ne pourrez pas vous rapprocher du mur indéfiniment. Vous ne pouvez pas vous rapprocher autant que vous voulez du mur. Et donc, ça, évidemment, ça a des tonnes de conséquences. Ça fait que, par exemple, si jamais vous faites un aller-retour, vous allez vers un mur et que vous revenez, bah ça va impliquer que vous allez toujours être à une distance, vous allez toujours être séparé du mur d'une certaine distance. Contrairement à si jamais vous faisiez que marcher vers le mur, même si dans les deux cas, vous ne le touchez pas. Bon, bref. Je vais éviter de faire des métaphores, je pense. Alors, exercice supplémentaire. On va faire les exercices supplémentaires. Donc, le premier exercice, il est intéressant. Le premier exercice des exercices supplémentaires. Je ne sais pas ce qu'on va faire vendredi. Fais voir s'il y a beaucoup de… Donc, il y a beaucoup d'exercices sur la dérivabilité. Peut-être que vendredi, on commencera les exercices sur la dérivabilité, parce que la continuité, on en a fait pas mal. Donc, vendredi, peut-être qu'on fera des exercices sur la dérivabilité. Peut-être aussi qu'on continuera Enfin, ça se trouve, on n'aura pas fini le cours. Donc, on finira le cours et on commencera les exercices ou on fera que des exercices suivant l'avancement. Alors, donc 6.10. Je prends f de R dans R continue en 0 et tel que, quel que soit x appartenant à R, f de x est égal à f de 2x. Montrer que f est constante. Donc voilà, alors ça c'est ce qu'on appelle une équation fonctionnelle. Une équation fonctionnelle, c'est une équation, mais dans laquelle l'inconnu… Une équation fonctionnelle, c'est une équation, mais dans laquelle l'inconnu, ce n'est pas un réel, ni un nombre complexe, c'est une fonction. Et donc, du coup, en fait, on vous demande ici quelles sont les solutions de cette équation, sachant que l'inconnu, c'est f. Donc, déterminer toutes les fonctions qui vérifient ça. Et il se trouve que des fonctions qui vérifient ça, il n'y en a pas beaucoup, puisque la seule fonction qui vérifie cette équation-là et qui est continue en 0, c'est une fonction constante. Alors, comment est-ce qu'on montre ça? Donc ici, il faut bien comprendre qu'un jour, on va devoir utiliser le fait qu'on est continu en 0. Donc, on va devoir utiliser la continuité en 0. Alors, donc ça, c'est une équation bizarre, hein, f de x qui est égal à f de 2x. C'est-à-dire qu'entre x et 2x, f a la même valeur. Donc, je vais essayer de faire un dessin. Je vais plutôt faire comme ça. Là, j'ai 0, j'ai x, j'ai 2x.
Et f a la même valeur. Donc, elle a la même valeur sur x et 2x, sur y et 2y, et sur z et 2z. Donc, elle a la même valeur entre... Donc, voilà. Donc, il y a un espèce de phénomène bizarre où elle, enfin bon, elle vaut... Alors, donc, dans ce genre de problème, il faut repérer la dynamique de l'équation. C'est-à-dire de voir si cette équation-là, qu'est-ce qui se passe quand on... Euh, f a la même valeur en x, en 2x. Donc, elle a la même valeur en x, en 2x. Du coup, elle a la même valeur en 2x qu'en 4x. Du coup, elle a la même valeur qu'en 8x. Elle a la même valeur qu'en 16x, etc. Et ici, elle a la même valeur qu'en x sur 2, puisque en x sur 2, elle va être égale à sa valeur en son double, c'est-à-dire en x. Donc là, il y a x sur 4, x sur 8, etc. Donc sur tous ces points-là, f, elle a la même valeur. Et ça, c'est pertinent. Ça va être pertinent va être pertinent car f est supposé continu en 0. Et que ce côté-là se rapproche de 0. Alors, du coup, en fait, on a f de x qui est égal à f de x sur 2. Je vais écrire comme ça. F de x sur 2, c'est égal à f de x sur 4, etc. Et du coup, en fait, quel que soit n appartenant à n étoiles, donc n en fait, f de x est égal à f de x sur 2 puissance n.
Or, x sur 2 puissance n, ça tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Et donc, du coup, donc, f continue en 0. Ça implique que la limite, quand n tend vers plus l'infini, de f de x sur 2 puissance n, ça c'est égal à f de 0. Sauf que tout ça, c'est égal à f de x. Donc du coup, en fait, ça c'est aussi égal à f de x. Donc, quel que soit x appartenant à R, f de x égale f de 0. Et ça, c'est dire que f est constante. Alors, donc l'hypothèse de continuité en 0 est fondamentale. Alors, parce que, est fondamentale ici, parce que si jamais on prend f de R dans R, donc je vais la prendre. Alors, comment je veux faire ça? Si je prends f de x qui est égal à cos de 2pi fois 2pi sur ln de 2 fois ln de x. Donc, je prends f pair avec f de 0 égale 0 et f de x égale ça pour x appartenant à pour x strictement positif. Donc, avec f de x égale f de moins x. Alors, regardez ma fonction, comment elle est bizarre. Parce que si je fais f de 2x, ça fait cos de 2pi sur ln de 2 de ln de 2x. Ce qui fait cos de 2pi sur ln de 2 fois ln de 2 plus ln de x, ce qui est égal à cos de 2pi plus ln de x, ce qui est égal à cos
Mince. Plus 2pi sur ln de 2 ln de x, ce qui est égal à cos de 2pi sur ln de 2 ln de x, ce qui est égal à f de x. Donc, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas faire de nouvelle page. F de x égale f de 2x, mais f n'est pas constante. Elle n'est pas continue en 0. OK? Donc, vous voyez, j'ai utilisé une fonction périodique, j'ai transformé l'addition en la multiplication. Voilà, donc j'ai fait des trucs enfin, au niveau des opérations. Peut-être que vous pouvez vous poser la question, comment j'ai fait pour trouver ce contre-exemple? Voilà, donc en fait, cette fonction-là, elle vérifie f de x égale f de 2x pour tout x. On va faire ça. Elle vérifie toutes les hypothèses d'avant, sauf la continuité en 0. Bon, OK. Bah, si vous avez des questions, donc, pour avoir la fonction paire, là, ici, on aurait pu définir f comme étant avec une valeur absolue, là, ici. On aurait pu mettre une valeur absolue. Donc, on aurait pu mettre une valeur absolue. Mince, il n'y a pas de chapeau là. Mettre valeur absolue de x. Ouais, vous mettez valeur absolue de x et tout le calcul est vrai. Moi, j'ai pris x positif. Donc là, je prends pour x strictement positif, 2 points. Voilà.
Bon, ok. Ben, au revoir.